Donc, le manteau inférieur a une composition qui est en fait tout à fait comparable à celle du manteau supérieur, dominée par la silice, le fer, la magnésie, avec des teneurs beaucoup moins importantes en chaux, alumine et titane. Les deux minéraux principaux sont la bridemanite, formant autour de 80% du total des minéraux, et la magnésiovoustite. Comment se répartit le fer entre ces deux phases? Alors cela peut être appréhendé grâce au coefficient de répartition, Kd, que l'on peut noter D aussi, qui correspond donc au rapport Fe sur Mg de la bridemanite divisé par le rapport Fe sur Mg de la magnésiovoustite. On sait par les expériences que ce Kd diminue jusqu'à une profondeur de 900 km, correspondant à 30 gigapascales. Au-delà, il devient stable, constant. Donc, à la profondeur de 900 km à peu près, donc 900 km, on est déjà au-delà de 670 km qui limite le manteau supérieur du manteau inférieur, évidemment. Ce rapport donc est respectivement égal à 0,93 dans la Mg perovskite et 0,8 dans la magnésiovoustite. Qu'en est-il de la lumine? Alors, il n'y a pas de phase lumineuse dans les parties inférieures du manteau, comme ça avait été le cas dans les parties les plus externes du manteau supérieur, mais il se substitue à certains éléments formant la Mg perovskite. Il s'accommode, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait rentrer dans les sites, cristallins de la bridemanite. Le calcium, lui, rentre dans la composition de l'autre perovskite qui est situé à droite du diagramme que nous avons vu précédemment, formant donc la Ca perovskite. C'est aussi le cas du Na2O. Alors ces deux éléments, la soude et la chaux, ne peuvent pas se substituer au-delà de certaines limites dans la Mg perovskite et doivent donc former une phase indépendante. Bon, si on va un petit peu plus loin et qu'on analyse les derniers 200 km du manteau inférieur et donc la core mantle boundary ou la limite entre le manteau et le noyau, on se rend compte que la vitesse des ondes sismiques est un peu particulière. On dit que le manteau est perturbé sismiquement à ce niveau-là. Là, on remarquera que pour toutes les ondes sismiques, il est tout à fait normal de constater que la vitesse des ondes sismiques augmente avec la densité qui augmente aussi, mais à ce niveau-là, il y a comme quelque chose de particulier. Cette couche qui est matérialisée ici et qui est située donc entre 2700 et 2900 km, matérialisée en jaune ici, est ce qu'on appelle la couche des secondes. Qu'est-ce que donc cette couche des secondes? Alors, cette couche est considérée comme hétérogène à cause de ses réponses sismiques et elle n'a été définie que récemment, notamment grâce au développement de la tomographie sismique. Nous allons y revenir dans un instant. C'est une zone où la vitesse des ondes sismiques donc diminue et qui serait donc le résultat d'une interaction entre le manteau solide et le noyau externe, qui est, je vous le rappelle, liquide. Alors, il y a un débat actuellement sur deux points possibles. La première serait que ces caractères sismiques particuliers seraient le résultat donc entre un manteau silicaté et un noyau externe plutôt riche en nickel et fer. Peut-être des mélanges, peut-être des interpénétrations, on ne sait pas. Une autre idée qui est en train de prendre son chemin vers avec des appuis relativement importants, c'est le fait que l'hétérogénéité pourrait être expliquée par l'arrivée à ces profondeurs-là, donc à 2900 km, de, euh, de plaques subductantes, on va y revenir, et à partir d'elles serait initié ce que l'on appelle les panaches montéliques. Je vous en avais déjà parlé.
ces aspects sont appuyés par les progrès de la tomographie sismique. On va voir quelques figures qui nous en parlent. On parle alors de cette couche de seconde comme d'un cimetière des plaques, c'est-à-dire là où les plaques viennent mourir. Alors, les expériences qui ont été menées aussi ont permis de synthétiser un autre minéral qui a été baptisé la post-perovskite ou post-bridgmanite, c'est-à-dire qui vient après. Cet minéral, il serait stable à des profondeurs bien plus importantes, donc correspondant à des pressions de 127-134 gigapascales et de températures de l'ordre de 2500 à 2600 degrés. Alors, ce minéral, cette post-perovskite, aurait les caractéristiques suivantes. Ça a été synthétisé en laboratoire. C'est un système cristallin avec les distances réticulaires qui sont données ici, le volume, la position des atomes et les distances interatomiques. Les diagrammes de stabilité, donc la formule MgSO3, hein, comme la bridgmanite ou la Mg bridgmanite, la perovskite, donc la bridgmanite est stable ici, et ici vous avez la stabilité de la post-perovskite, donc au-delà de cette ligne. Les différents points sont les points issus des expériences de laboratoire, et ces petits segments correspondent donc aux incertitudes que l'on a sur les températures et sur les pressions. Que nous apporte donc la tomographie sismique en termes de données sur ce qui peut se passer à la base de notre manteau inférieur, correspondant donc à la couche des secondes. Alors, la tomographie sismique, c'est une technique qui utilise donc les réponses sismiques par les différentes parties de la Terre en termes de température, où donc les parties froides sont représentées en bleu. Plus le bleu est foncé, plus ces parties-là sont froides, et les parties chaudes, très chaudes, sont rouges, très rouges, moins chaudes sont plutôt orangées, jaunes, etc. Bien. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'Amérique centrale et que nous avons ici une image depuis la surface, une image en tomographie sismique, donc de la température à différentes profondeurs, de la surface jusqu'à la CMB, c'est-à-dire 2900 km, limite entre le noyau externe et le manteau inférieur. Euh, L'Amérique centrale, donc je vous rappelle que c'est à l'ouest de la zone Caraïbe, où vous avez donc à l'ouest complètement l'océan Pacifique, vous avez ici la cordillère des Andes, et entre elles, vous avez, vous le savez, une zone de subduction où la plaque Pacifique passe sous la plaque Amérique centrale et Amérique du Sud, avec donc un plongement vers l'est. Cette plaque, on peut la suivre par la tomographie sismique grâce aux couleurs bleues qui montrent que c'est une plaque qui est froide, alors que les parties chaudes qui sont ici montrent l'activité d'arc, donc marquée par une activité volcanique importante. Alors cette image vous donne l'architecture ou la géométrie pardon, de la zone de subduction avec la plaque subductante ici qui est un angle de subduction qui est relativement constant dans la base n'est pas du tout loin de la CMB, donc de la couche des secondes. Ça n'est pas toujours aussi profond si on prend le cas de la mer Égée qui est donc à l'est de la Méditerranée où nous avions la subduction de l'océan Téthysien. On a ici la plaque froide qui est là, mais qui arrive à une profondeur autour de 700-750 km seulement, où nous avons sa base. Si on va vers les îles Tonga, donc qui existent dans l'océan Pacifique, on remarquera deux petites choses. La première, c'est que la subduction peut avoir des angles différents. Vous avez ici un angle faible, vous avez ici un angle fort, mais vous avez quand même une profondeur relativement importante à laquelle arrive la plaque subductante, que l'on appelle aussi le slab, jusqu'à des profondeurs non loin de la CMB. Le meilleur exemple est celui du Japon. Évidemment, le Japon, vous le savez, c'est un arc volcanique océanique.
donc qui s'est formé grâce à la subduction de la plaque pacifique sous la plaque d'Asie. D'accord? Avec, si on voit ici, vous avez l'arc du Japon, vous avez la mer Marginale et vous avez le continent asiatique qui est ici. Cette plaque donc subducte la plaque à faible angle, puis l'angle devient important et arrivé à une profondeur relativement importante de 900 km à peu près, vous avez cette plaque qui commence à se disloquer. Okay, elle se disloquer, on dit qu'elle se déforme par fluage et elle peut arriver jusqu'à cette fameuse limite entre le manteau et le noyau, cette fameuse couche des secondes. Nous avons donc l'évidence de l'arrivée de ces plaques subductantes ou du slab jusqu'à ces profondeurs-là. Bien. Alors, si on schématise ça par cette figure, la plaque subductante, donc elle arrive jusqu'à ces profondeurs-là. À ces profondeurs-là, on est aux pressions qui correspondent à l'inversion de la pérovskite ou de la bridmanite en post-pérovskite ici. Alors, cette transformation est une réaction exothermique, donc qui dégage beaucoup de chaleur. Cette chaleur peut aider à la fusion de cette partie-là, fusion, et qui dit fusion dit donc formation de magma, de liquide magmatique, donc de densité faible, et à partir du moment que vous avez une densité faible, eh bien vous pouvez entamer une montée vers la surface. C'est ce qu'on appelle donc les plumes ou les panaches montéliques qui, arrivent à la surface, vont former ce qu'on appelle donc les points chauds, que ce soit en domaine océanique ou en domaine continental. On va se pencher maintenant sur la composition de ce fameux manteau primitif, qui est donc un concept relativement important en géochimie, car il est à la base de plusieurs considérations de traitement de données géochimiques que l'on compare parfois systématiquement à la composition de ce manteau primitif. Rappelez-vous les normalisations manteau primitif desquelles je vous ai parlé en présentiel. Alors, qu'est-ce que le manteau primitif? C'est en fait le manteau qui existait ou qui prévalait juste après la séparation du noyau, donc juste après la migration des éléments sidérophiles vers le centre de la Terre, mais aussi juste avant la séparation de la croûte, donc le début de ces processus de fusion partielle qui ont amené un certain nombre d'éléments chimiques à migrer vers les parties les plus externes que sont la croûte océanique et les croûtes continentales. Cela donc pourrait correspondre schématiquement à la composition du manteau actuel plus la composition de la croûte océanique et de la croûte continentale. Donc ça part du fait que, chose maintenant que vous avez bien digéré, que le noyau donc s'est séparé rapidement après le début de l'accrétion et probablement avant la fin de celle-ci, et que la croûte, elle, s'est formée à partir d'un certain moment par les processus de fusion partielle successifs. Alors, deux approches sont utilisées pour donner une composition chimique globale de ce manteau primitif. La première est basée donc sur les deux hypothèses suivantes qui sont que le début de la différenciation de la Terre à partir d'une composition chondritique a commencé par la perte des éléments volatiles qui vont former la protohydrosphère et la proto-atmosphère et la perte des éléments sidérophiles qui ont migré vers le noyau. Alors, des météorites que l'on connaît répondent un peu à seraient représentatives de ce stade d'évolution de notre planète qu'on appelle des météorites à inclusion de calcium et d'aluminium, les CAI. Ils ont un rapport Ca et Al connu constant et égal à 1,07. Attention, les quantités en éléments Ca et Al sont variables, mais leur rapport est constant. Alors c'est valable pour ces éléments-là, mais c'est valable pour les rapports entre tous les autres éléments, ici incluant les terres rares. Si donc on connaît
les rapports dans les CAI, représentatifs de ce manteau primitif, on peut, connaissant les rapports, on peut calculer les valeurs absolues. Je vais vous en donner la méthode en abordant la seconde approche pour le calcul de cette composition de manteau primitif. La seconde approche consiste à considérer les xénolithes qui sont remontés par les magmas venant du manteau et qui se mettent en place dans différents contextes continentaux ou océaniques, et considérer les compositions les plus primitives, c'est-à-dire les moins évoluées, les moins différenciées. Et on peut partir de l'hypothèse que ces compositions pourraient être représentatives de la composition du manteau supérieur. Pour ce faire, au lieu de prendre les valeurs absolues des éléments qui sont très variables, on prend les rapports entre éléments, comme on l'a vu il y a un instant, AL sur MG ici et C sur AL là. Alors, si on considère ces compositions-là, ce rapport L sur Mg est égal à 0,95, celui de SI sur Mg est égal à 0,945. À partir du moment que nous avons ces deux rapports, donc avec Mg ici et Mg là, on peut alors calculer automatiquement le rapport SI sur AL, comme c'est le cas ici, en divisant simplement 0,945 par 0,95 et de proche en proche ainsi on peut arriver à définir une composition globale en termes d'éléments majeurs de ce manteau primitif. Est-ce que cette méthode est valable? Elle semble l'être si on considère le diagramme que nous avons ici. Nous avons SiO2 sur AL2O3, MgO sur AL2O3, donc le même rapport, hein, ici Mg, Mg, et là AL2O3, AL2O3, et on considère les lignes d'évolution de ces rapports dans les météorites, ce qu'on a appelé la fois d'avant l'ère des météorites, et en les comparant avec l'ère terrestre. Ces deux lignes d'évolution, ces deux trends, s'intersectent en ce point-là, qui nous donne donc un rapport pour SiO2-Al3 et un rapport pour MgO-Al2O3 qui semblent être tout à fait comparables à ceux que l'on peut calculer par ces méthodes-là, validant ainsi cette méthode. Ainsi, en considérant les éléments majeurs dans un premier temps, on peut donc avoir les rapports entre éléments comme c'est le cas ici, et à partir d'elles, on peut retrouver les valeurs absolues des poids d'éléments et calculer les poids d'oxyde et donc approcher une composition, comme c'est le cas ici, du manteau primitif sur laquelle on peut se baser pour faire tout un tas d'analyses géochimiques. Bon, si l'on se penche maintenant sur les éléments en trace, on doit tenir compte du fait qu'ils sont très sensibles au fractionnement. Fractionnement, c'est-à-dire les séparations, que ce soit entre deux solides, deux minéraux par exemple, ou solides liquides. Rappelez-vous des diagrammes de variation des éléments majeurs qui souvent ont un facteur de 3, 4, alors que les éléments en trace, dans leur variation, ont des facteurs de 200, 250. Donc ils sont beaucoup plus sensibles au processus, nous devons en tenir compte. On en tiendra compte d'abord en considérant les éléments réfractaires, c'est-à-dire ceux qui résistent au processus, tels que la fusion partielle par exemple, et on prend par exemple les terres rares, l'uranium, le barium, et si on analyse leurs variations ici dans les xénolithes ou dans les massifs de péridotites liés aux ophiolites, on remarquera que le rapport ytterbium sur calcium reste constant en fonction de MgO. Alors MgO considéré comme rendant compte de la différenciation de ces xénolithes. Ce rapport est constant et en plus il est proche de celui de la céachondrite. On partira alors du fait, on dira que le manteau primitif devait avoir ou a toujours, pour le manteau actuel, une composition en ces éléments-là proche de celle de la céachondrite. Bon, si l'on considère maintenant les éléments volatiles tels que le potassium, le sodium, le phosphore, etc., on va rechercher un élément réfractaire qui a le même coefficient de répartition, donc le même comportement que lui. Prenons l'exemple du potassium et de l'uranium. Le potassium est un élément volatile, l'uranium est un élément réfractaire. On sait que le rapport potassium sur uranium est de 1,2 10 puissance 4 dans les morts ou dans les OIB. Et comme ce sont deux éléments fortement incompatibles, leurs rapports dans les basaltes sont les mêmes que ceux
de leur source mantélique. 2. Le potassium sur uranium est égal à 10 puissance 4, donc très proche de celui-ci des basaltes, mais cette fois-ci dans la croûte continentale. Si donc on a, comme le manteau primitif, c'est le manteau actuel, qui est représenté donc par les rapports dans les magmas issus de sa fusion, plus la croûte continentale qui est le produit de la cristallisation de produits de cette fusion partielle, si donc ce rapport du manteau est égal à celui de la croûte, donc le rapport potassium sur uranium du manteau primitif duquel sont issues ces deux parties est de 10 puissance 4. Alors si on connaît la valeur de l'uranium, puisque c'est un élément réfractaire que l'on a calculé par la méthode d'avant, elle est égale à 0,0204, donc les teneurs en potassium de ce manteau primitif doivent être autour de 240 à 300 ppm. Si l'on considère maintenant les éléments compatibles comme le nickel, le cobalt, le scandium, le chrome, c'est les éléments qu'on a appelés lourds, on sait qu'ils ont un fort coefficient de répartition D. C'est-à-dire que lors des fusions partielles successives qui ont amené le manteau primitif à former la croûte océanique et la croûte continentale, ces éléments ne sont pas partis dans les liquides générés, mais ils sont restés dans les résidus cristallins réfractaires à cette fusion partielle. Si donc on mesure leur teneur dans les xénolithes actuels ou dans les parties péridotiques des euphiolites, elles doivent correspondre à celles du manteau primitif. En revanche, pour les éléments sidérophiles, tels que le cuivre, l'or, les éléments du groupe du platine, on sait, de par leur affinité chimique, qu'ils ont été séparés vers le noyau lors de la différenciation de la planète. Le manteau en est donc appauvri. La méthode pour en évaluer les valeurs dans ce manteau primitif sont les mêmes en combinant un élément sidérophile avec un élément réfractaire non sidérophile, comme nous l'avions fait pour les éléments volatiles euh, dans les cas précédents. Penchons-nous maintenant sur cette fameuse théorie de l'océan magmatique qui essaie d'expliquer le caractère stratifié du manteau par le fait que celui-ci était dans une large part fondu et donc qui aurait cristallisé successivement, formant les différentes parties. Alors, cette théorie est appuyée par un certain nombre d'éléments. Un, par le fait que la Lune, qui est un satellite de la Terre, est passée elle aussi par un stade de fusion important. Rappelez-vous, on en a parlé en cours, c'est le fait que la Lune, dans sa partie externe, est formée par des anorthosites, ce sont ces fameuses roches formées par du plagioclase. Ce minéral, quand il est dans un bain magmatique, grâce à sa faible densité, tend à migrer vers l'extérieur. On a donc considéré que la Lune correspond au refroidissement d'une grosse boule fondue et qui, en cristallisant, donc a donné cette croûte anorthositique. Deux, l'origine de la Lune est attribuée à un bombardement météorique. Une grosse météorite aurait impacté la Terre et l'énergie de l'impact a amené la Lune, donc une partie de la Terre, à être fondue, mais la Lune aussi qui a été arrachée à la Terre et qui a fini par être en équilibre gravitationnel autour de la Terre. Alors, ceci se reproduit il y a 4 milliards d'années, donc 500 millions d'années après l'individualisation de la Terre, et aurait donc amené à la formation du noyau, mais aussi à la formation de, de notre manteau qui aura suivi les étapes suivantes. L'étape 1 serait donc le fait que la brigmanite ou la Mg perovskite va s'accumuler vers le bas de cet océan magmatique, donc grâce à sa forte densité. Donc donc après 670 km, donc limitant le manteau inférieur du manteau supérieur. Ce manteau supérieur sera formé par deux parties. Une première très riche en olivine qui, elle aussi, donc en cristallisant et grâce à sa densité, va aller
s'accumuler au fond, alors que la partie supérieure aurait été donc altérée, formant à partir de péridotite de la serpentinite, devenant donc plus légère et formant ce que l'on appelle une banquise lithosphérique. Voilà, donc de cette cristallisation, on a donc une zone superficielle, c'est là, donc la partie la plus externe, puis on a donc la partie formée plutôt par l'olivine bêta, l'olivine gamma, jusqu'à 670 km, où on passe du manteau supérieur au manteau inférieur, formé essentiellement par la perovskite ou la bridgmanite. Bon, on va finir ce chapitre en nous penchant sur le noyau, donc auquel on a encore moins accès par rapport au manteau. Donc toutes nos considérations sont basées sur les méthodes géophysiques, sur le magnétisme, sur les moments d'inertie, etc. En tout cas, les vitesses denses et les calculs de densité indiquent que la composition les cœurs de notre planète sont formés d'un alliage de fer et nickel. Alors, si on compare cela aux météorites ferreuses, les teneurs en nickel de ce noyau doivent être autour de 5 à 10%. Et les calculs de densité indiquent en revanche qu'il devrait y avoir du soufre et ou de l'oxygène. Le soufre, n'oublions pas, n'est pas très présent dans la terre silicatée, c'est-à-dire dans le manteau primitif. La troilite, qui est de formule chimique donc Fe(S), est présente dans les météorites ferreuses, indiquant que le soufre a été concentré dans les planètes parentes, d'accord, par rapport à la nôtre, évidemment. On considère en général que le noyau contient environ 11% de soufre pour que les vitesses des ondes sismiques correspondent à celles que nous observons. Alors il y a d'autres auteurs qui, en considérant des rapports comme potassium sur calcium ou soufre sur calcium, etc., comme pour les méthodes que nous avons utilisées, ils ont estimé plutôt ces teneurs en soufre à 2%. L'oxygène reste aussi un candidat pour être présent dans ce noyau, car le FeO est miscible dans le fer liquide à haute pression, mais pas à basse pression. Bon, en termes de conclusion sur le noyau, cette diapo où il y a plein de textes, c'est pas bien grave, vous donne ou résume les données dont nous disposons qui nous permettent d'approcher la composition chimique de ce noyau. Alors d'où viennent ces données? La première est relative au moment d'inertie de la Terre, qui est donc en fait une grandeur physique qui caractérise la géométrie des masses d'un solide en son sein, à l'intérieur de ce solide. Alors elle montre que quelque chose de lourd existe au centre de la Terre. La sismologie qui nous indique les différents composants de notre planète, que sont la croûte, le manteau et le noyau qui forment 25%, ce sont donc des silicates pour 64%, et tout le reste, ce sont les éléments lourds qui ont été bien séparés. En outre, alors, le magnétisme nous indique qu'à l'intérieur de la Terre, il doit y avoir obligatoirement un fluide conducteur d'électricité. Le manteau est un isolant, ça ne peut pas être lui, cela ne peut donc que le noyau. Ce doit donc être un noyau métallique pour que le magnétisme euh, soit donc argumenté. Le fer représente la majorité du noyau, environ 80%, avec une fraction mineure de nickel et quelques impuretés plus légères. Alors, les 25% de la Terre, c'est-à-dire le noyau, contiennent 80% de fer. La Terre contient au moins 20% de fer, 75% d'olivine, de pyroxène et autres silicates et 5% d'autres éléments dans le noyau. Les chondrites les plus fréquentes des météorites, elles contiennent, elles, justement 20% de fer et 75% d'olivine, pyroxène et 5% d'autres choses, nickel, du soufre, du phosphore, etc. Quel hasard! C'est dans les chondrites, fer et silicate sont intimement liés. Donc si on prend cette chondrite et qu'on la fasse fondre, on obtient 25% de fer, pur à 80%, avec diverses impuretés dissoutes, qui se séparent par gravité de 75% de surnageants silicatés. Donc, en fait, si on fait fondre une chondrite, on retrouve la composition de la Terre aux incertitudes près.
Alors les autres types de météorites, tels que les achondrites, les palasites, les météorites de fer, sont en fait des équivalents de la croûte, du noyau et du manteau terrestre, donc témoins que dans des planètes parentes, l'évolution a pu être la même. Je vais lire donc cette partie en bleu pour conclure. De ces 7 observations donc, que je viens de vous donner, on peut postuler que selon toute probabilité de vraisemblance, la Terre n'est qu'une grosse chondrite différenciée. Cette conclusion est renforcée par le fait que la Terre et chondrite ont le même âge, par le fait que les chondrites et donc la Terre ont la composition chimique du Soleil, sauf pour les éléments volatiles, par tout ce que l'on sait de la formation du système solaire. Alors, si en première approximation on postule que Terre globale égale chondrite, on pourra calculer la composition du noyau en soustrayant l'équivalent du manteau à la composition d'une chondrite, et ainsi donc on retrouve le fer, là où se trouve le fer, le soufre, le nickel, etc. Voilà, l'étude de ce réservoir montélique est terminée. Nous entamerons rapidement l'étude de la croûte océanique puis de la croûte continentale en tant que réservoir chimique. Je vous remercie encore une fois.